actuelle. Madame, Messieurs, très ravie de vous retrouver sur Mégou FM. Bienvenue à votre magazine, votre programme magazine qui accorde la parole à la femme, la parole à la gente féminine. Un magazine qui fait la promotion de la femme, de ses opinions, de son parcours, de ses idéaux, son filtre, sans aucune distinction, on va dire, sociale. Très ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une femme assez exceptionnelle, une femme, on va dire, très active, très engagée en politique. Elle est députée provinciale élue de la ville de Lubumbashi. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Mathilda Benatar Tchiloufia. Bonjour et bienvenue Madame. Merci, bonjour. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Au rythme du pays. Hein? Ah voilà, Oui. J'espère que vous vous sentez à l'aise sur notre plateau, qui est également le vôtre d'ailleurs. Oui, oui. Surtout que c'est sur le Haut-Katanga et dans ma ville natale de Lubumbashi. Ah, votre ville natale. On va en savoir plus tout à l'heure, puisqu'on va parler de vous. On va rentrer un peu dans votre quotidien, dans votre vie, on va dire, professionnelle, pourquoi pas, vie et familiale. Et c'est dans Femme Actuelle. Madame, ici, encore une fois, bienvenue à tous derrière ce carton. On démarre. Femme Actuelle. Invitée. Alors, Madame Mathilda Benatar, je rappelle que vous êtes une femme politique très engagée d'ailleurs. Alors, dites-nous à quand remontent vos premiers pas en politique? Voilà, merci beaucoup. Donc déjà, Benatar Mathilda Tchiloufia, née à Lubumbashi en 1973. Donc, ça fait déjà une bonne petite cinquantaine d'années, plus que cinquantaine d'années. Oui, mes premiers pas en politique, je veux d'abord dire que pour moi, la politique est une vocation. Ça veut dire que quand vous avez un enfant à la maison, vous voyez bien que cet enfant, un jour, sera plombier ou sera religieuse ou sera politicien. Donc, pour moi, la politique, je pense que c'était déjà une vocation. Toute ma vie, enfin ma jeunesse, j'ai été cette personne qui était toujours avec les autres, qui était toujours à l'aide des amis, qui réunissait toujours des amis qui ont des petits conflits. J'étais toujours celle-là qui n'avait pas beaucoup, mais qui donnait le peu que j'avais, qui partageait. Et j'étais cette personne qui était une révoltée de l'injustice. Pour moi, c'est ça le début de la politique. Parce que la politique est une vocation et vous pouvez la faire sous une autre forme. Je l'ai faite avant d'être officiellement en politique sous une autre forme. Justement, on aimerait en savoir plus. Ça se passait comment déjà à cette époque-là? Parce qu'on est en train de comprendre ici que c'était justement un rêve d'enfant. Déjà toute petite, peut-être que vous vous voyez déjà en politique plus tard. Un rêve d'enfant, je me voyais avocate. Avocate? Oui. Ah, ok. Parce que justement, je n'aimais pas l'injustice. Je n'aimais pas du tout les différences. Et j'ai horreur de la souffrance, par exemple. La souffrance me dérange parce que j'estime qu'on ne mérite pas de souffrir en tant que Congolais, surtout avec cet héritage d'une terre riche que nous avons, on ne mérite pas de souffrir. Et plus que je grandissais, plus que je comprenais que l'ignorance de la population, de nous Congolais, commençait à devenir inquiétant. Année après année, vous voyez que les Congolais devenaient de plus en plus ignorants. Et donc, quand on est ignorant dans la vie, nous devenons des pigeons. Ça veut dire que tout nous arrive, tout le mal nous arrive. Le Congolais, pour moi, depuis que je suis jeune, est un peuple bon, qui ne connaissait pas se battre, est un peuple pacifique. Le Congolais peut t'escroquer, mais il ne peut pas te tuer. Le Congolais peut t'arnaquer. Il n'y avait pas de méchanceté dans le chef du Congolais. Mais d'année en année, parce que je suis née ici à la clinique universitaire Mama Mobutu, j'ai grandi ici, j'ai étudié à l'école Twendeleye, lycée Twendeleye qui fut à l'époque Marie-Josée, avec des sœurs. Une éducation religieuse où nous, on devait dimanche aller à l'église avec le Monseigneur Kabanga, moi j'ai fait du kiro, enfin, on avait le beau temps, mais
on nous apprenait aussi surtout les valeurs. Les valeurs que pour moi est une base dans toute personne humaine, congolaise, puisque je le suis, et surtout dans une femme katangaise et au katangaise que je suis. Donc voilà, la politique, je l'avais sous une autre forme. J'étais cette personne à l'époque quand j'ai évolué. J'ai commencé à travailler très tôt. Dans quel domaine exactement? Puisque vous l'aviez à cette époque-là, mais c'était sous une autre forme, mais là, vous vous retrouvez pratiquement en train de, peut-être, de la pratiquer, on va dire ça comme ça, mais autrement. À l'époque, c'était quoi exactement? Dans quel domaine étiez-vous en train d'œuvrer? Moi, j'ai découvert mon don culinaire à 17 ans. Je vendais des beignets. Ah bon? Oui. Ça alors? Oui. J'adorais de faire les beignets. Et j'ai commencé à vendre les beignets les plus bonnes qu'il y avait dans le quartier. Là où j'habitais avec ma mère, j'habitais à Njanja, à la route Mounama. Ah, ok. J'ai grandi là-bas. Mais je faisais des beignets et je ne m'en sortais plus tellement qu'il y avait des clients pour les beignets. Et donc, pour dire aussi qu'il n'y a pas de sous-métier. J'ai beaucoup aimé l'art culinaire que j'ai découvert à mes 17 ans, après avoir fini mes études secondaires. Très vite, j'ai été précoce. Donc, j'ai eu mes enfants très jeunes. Mon fils aîné, je l'ai eu, je pense, à 19 ans. Ma fille à 22 ans. Mais en même temps, cela ne m'a pas empêchée et de continuer les études sous des formes différentes, des formations, et cela ne m'a pas empêchée de travailler, l'entrepreneuriat. Pour vous dire, aujourd'hui, je suis la présidente de la commission de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de la prévoyance sociale et des salaires, quelque chose que j'ai adoré toute ma vie, la différence. La différence, je n'aimais pas la différence. La différence des personnes, la différence des salaires, la différence de la considération humaine, la différence. La différence détruit la société. Alors justement, à quel moment Madame Benatar se décide de rentrer de plein pied en politique? Puisque vous étiez déjà, on va comprendre, tellement ambitieuse, si jeune, vous êtes découverte et voilà, vous êtes impliquée, vous avez commencé à entreprendre. Mais à quel moment exactement cette aventure, en guillemets, Avant de parler de la politique, d'abord, il faut dire que donc j'ai évolué. J'ai fait 20 ans d'entrepreneuriat. J'ai été chef d'entreprise dans une grande société qui a commencé petit, finalement, toujours dans tout ce qui est nourriture. Viande, boucherie, charcuterie. J'ai donné du travail. J'aime apprendre le métier à des jeunes, et spécialement à des jeunes femmes. Ah ok, vous contribuez à la création d'emplois. L'emploi, finalement, ce n'est pas des grandes études. L'emploi, c'est la volonté. Puisque je vous dis que j'avais commencé à faire des beignets, cela a fait que je pouvais manger, je pouvais payer les études de mes enfants, je pouvais m'habiller. J'étais finalement la reine de beignets dans le quartier. Et ça n'a pas empêché que cette femme qui commence un petit projet d'entrepreneuriat qui a l'air bête, propres rêves, réalise finalement ses propres rêves. Ça n'a pas empêché que cette femme puisse se marier, puisse construire autre chose de plus grand tout en respectant le début. Voilà, justement, on va y arriver. Mais avant, j'aimerais quand même poser une question. Nous le savons très bien qu'on est dans une société où on va dire que chaque domaine représente ses défis. Alors vous, en tant qu'une femme engagée dans la politique, quels sont justement vos défis spécifiques auxquels vous êtes confrontée en tant qu'une femme en politique, avec tout le regard de la société, tout ce qui va avec? Vous êtes là, vous vous démarquez et tout ça. Quels sont vos défis? D'abord, avant de parler des défis, c'est parce que justement, je suis après avoir passé cette vie d'entrepreneur, il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de différences. Et ça crée quand même une révolte. Et je pense que c'est cette révolte que, à un moment donné, avec la connaissance de cause,
Ça veut dire que moi, Mathilda Benatar, je connais la province du Haut-Katanga, je connais la ville de Lubumbashi, je connais le Grand Katanga et je me dis, je peux contribuer. Parce qu'il y a des différences, il y a des choses qui se passent que tu dis, mais pourquoi? Et donc, je pense que c'est à mes 50 ans que j'ai décidé de mettre le premier pas dans la politique. Donc, vous avez attendu assez longtemps quand même. Je pense que c'est l'âge de la sagesse aussi. C'est l'âge de la sagesse aussi. Je n'ai pas attendu longtemps parce que franchement, je ne pensais pas que j'allais faire la politique. Ah, ok. Je ne pensais pas que j'allais faire la politique. Parce que, pourquoi le défi? Le défi, justement, c'est quoi la politique? Vous savez, quand j'ai commencé à faire la politique, des amis proches m'ont dit, non, Benatar, tu es folle, la politique, c'est sale, dans la politique, on va te tuer, la femme en politique, elle a difficile. Oui, je leur ai dit, la politique, en fait, d'abord, c'est la gestion de la cité. Une cité. Avant tout, il y a la cité. Et puis, il y a maintenant les entrepreneurs et la vie de tous les jours se trouve dans cette cité qui est gérée alors par des gens sales. Qu'est-ce que vous en pensez si on va nettoyer ce linge pour que cette cité soit gérée par des gens bien, de bonne volonté? Voilà. Ensuite, je pense que quand cette cité sera gérée par les gens de bonne volonté, les personnes, les sociétés vivant dans cette cité vont bien vivre. Donc, c'est un travail que je me suis dit, c'est une goutte dans l'eau, mais il faut commencer. À savoir que le bien tue le mal. Voilà. On a toujours besoin de quelqu'un, pour faire la différence, ne pas faire ce que tout le monde fait, surtout quand c'est fait négativement. Alors justement, puisque vous en parlez, aujourd'hui vous êtes engagé dans la politique, j'ai envie de revenir sur ça. Allez-y, allez-y. Vous abattez quand même un travail, on va dire, assez remarquable. Est-ce que vous dites que vous avez débarqué dans un domaine où, avec tous les préjugés qu'il y a et tout ça, vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Alors partagez-nous alors le secret de votre efficacité, de votre succès. Le succès, c'est parce que je travaille comme si c'est ma société. Vous vous êtes approprié la chose. Je me suis approprié la chose. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est difficile de se battre avec quelqu'un qui fait les choses naturellement. Mon travail aujourd'hui, la politique, je fais mon travail comme si c'est ma boîte. Très rigoureuse, je suis restée la même Mathilda Benatar qui est très dure envers elle-même, très dure envers le travail, parce que dans la vie, il faut faire tous les jours mieux que hier. Mais je pense que dans la politique aussi, il faut faire tous les jours mieux que hier. Je pense que dans la vie de tous les jours, il faut toujours se remettre en question. Est-ce que j'ai fait bien? J'ai un système de parler avec le miroir. Si tous les politiciens que nous sommes regardaient un peu le miroir, qui suis-je? D'où je viens? Ah, tu te revois dans un petit village, tu te revois à la Kamalondo, tu te revois à la Katouba, tu te revois... Voilà. C'est là que je viens. Oh mon Dieu! Où je suis maintenant? Ah, tu te revois où tu es. Mais où je vais après? Se poser de bonnes questions. Des bonnes questions, parce que ces questions ne sont pas que pour nous, ces questions et pour toute la population congolaise. Quand on est dans la politique, nos actes font des impacts, des retombées sur la vie des autres. Ça veut dire que mon comportement à moi, peut-être ne va pas nuire ma vie, mais va nuire la population. On ne vit plus pour soi-même. Voilà. Finalement. Et donc, finalement, quand on aime ce qu'on fait, que c'est une vocation, on va être le modèle, on va essayer que nos actes puissent avoir des retombées positives sur la population haut-katangaise aujourd'hui que je suis. Donc, le défi, c'est ça. Le défi, c'est d'essayer de faire tous les jours mieux que hier. Le défi, c'est d'essayer d'apporter un changement. Parce que quand il y a changement, quand on veut un changement, ça veut dire que ça va mal. Ça veut dire qu'on doit améliorer les choses. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Le pays va mal, la province va mal, Lubumbashi va mal. Mais nous avons aujourd'hui une nouvelle classe politique qui arrive, dont je fais partie, parce que je ne veux pas dire que je suis la seule.
dont je fais partie. Nous avons aujourd'hui une classe politique de vous les jeunes, d'ailleurs une jeune journaliste qui comprend les choses. Nous avons aujourd'hui des jeunes ministres, ministres de 2 enfants, 34 ans et 30 ans. Wow. Je suis grand-mère de 3 petits-enfants. Donc, ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, on a des jeunes ministres, tant nationaux que provinciaux. En espérant que rajeunir la classe politique, ils vont nous aider à améliorer le futur de notre pays qui est en difficulté. Aujourd'hui, si on ne fait pas un effort et qu'on n'ouvre pas les yeux, j'ai un dicton qui dit « Mukongo ye tufungule mecho ». Kama tufungule mecho, tunakuwa bipofu. Kama tufungule mecho, on devient des handicapés mentaux. Ça veut dire quoi un handicapé mental? Moi, j'ai un fils handicapé. Mon fils aîné est handicapé. Un handicapé mental, ça veut dire quoi? Tu lui donnes, il t'aime. Tu ne lui donnes pas, il t'aime toujours. Il dort par terre, il est content. Il mange, il est content. Il ne mange pas, il est content. Un Congolais est devenu comme ça? Non. Il y a ces droits humains. Muntu, normalement. On n'a pas le choix. Kuria, kulala, kwenda kumasomo. Kupata masoins médicaux. Kuzala m'hôpital ya normal. Aujourd'hui, faire des enfants devient un risque mortel. Kuzala. Ukende kuzala qu'on a risque ya kufwa. Donc, on comprend que c'est tout ça là qui vous a révolté finalement. Je suis une révoltée. Je reste pas à la maison, je me croise pas les bras alors qu'il y a des injustices sociales quelque part. Je suis une révoltée de la façon dont de mon époque, déjà, j'ai vu les choses se dégrader. C'est dégradé, c'est dégradé et c'est dégradé. Même la politique aujourd'hui est devenue un cirque. Donc, à un moment donné, il faut prendre les choses au sérieux. On n'est pas dans le film de Jack Bauer. Hein. Ici, s'il y a des morts, c'est des vrais morts. Dans le film de Jack Bauer, s'il y a des morts, c'est des scénarios. C'est des scénarios. Donc, c'est 2 choses différentes. Pourtant, qui sont les acteurs aujourd'hui qui vont changer cette situation? C'est la population congolaise. Ça veut dire qu'il faut une complémentarité. Il y a des gens aujourd'hui qui sentent qu'ils ont la vocation d'être politiciens. Il faut venir donner la main. Et puis après, les basés, les politiciens, depuis Mobutu, ils se sont finalement éternisés au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il faut qu'il y ait du nouveau sang. On en a besoin en tout cas. Pour vous dire que moi, si Dieu m'aide, je n'ai même pas... Je suis déjà presque pensionnée, j'ai 52 ans. Donc, à un moment donné, il faut la transmission de ce que nous avons vu, de ce qui nous a choqués, pour que vous puissiez rectifier ça, pour que la jeunesse puisse rectifier. Voilà, exactement. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail, mais il faut le prendre comme un travail. Ce n'est pas une mission pour s'enrichir, la politique. On a des salaires. Moi, j'ai un petit salaire que je me contente et je fais mon travail. Je pense que c'est du donner et du recevoir. Moi, je reçois mon salaire. J'essaye de donner le plus que je peux à la population pour changer les données. Lorsqu'on s'engage en politique, on va dire que le but ne doit pas être l'enrichissement. Je suis là parce que ça... Déjà que pour la jeunesse aujourd'hui, c'est devenu un secteur qui paye tellement bien. On se dit, autant mieux y aller. Comme ça, je peux m'en mettre plein les poches et voilà, mener ma belle vie. Parce qu'aujourd'hui, on est tombé tellement bas qu'il y a beaucoup de failles. Mais il y a moyen de restructurer les choses. Quand les choses seront restructurées, je vais vous donner un exemple. J'ai visité la mairie de la ville hier. J'ai vu le maire de la ville. Je vais vous donner 2 points qui m'ont choqué, dont on a parlé avec le maire, le nouveau maire Aïe de la ville de Lubumbashi. Oui. On a parlé des vagabonds. Ah ouais. Quand vous pensez que les vagabonds, les Chegués, comme on les appelle à Kinshasa, ils ont été victimes à Kinshasa de perdre leur vie. Vous savez, on n'en parle pas souvent,
on entend voir que on a arrêté le ministre de la Justice, mais il y a eu aussi des Chegues qui sont morts, qui ont été abattus, des Chegues qui pleuraient, qui ne voulaient pas mourir. Mais quand tu as un Chegue et un voyou et un vagabond sur la... Est-ce que c'est de sa faute d'abord? Non, c'est la faute d'abord des parents. Mais aujourd'hui, qui est le parent de notre pays? C'est les dirigeants, c'est le gouvernement. Absolument. C'est le gouvernement. Donc, nous ne pouvons pas juger aujourd'hui nos vagabonds en mal. Non, nous devons les accompagner, voir comment eux, puisqu'ils ont perdu une étape de la vie, ils n'ont pas étudié, on n'a pas nourri leur cerveau, mais c'est des éléments qui sont dans notre province. Nous pouvons les utiliser autrement et les valoriser autrement. Et ces jeunes peuvent être des acteurs du changement de notre province et de notre ville. Donc, en fait, on comprend que dans votre lutte, dans votre combat, vous aimeriez réfléchir profondément aux maux qui gangrènent notre société. Pas seulement ça, et aussi y apporter des solutions durables mais bien sûr, pour pouvoir remonter la pente, vivre dans un pays assez sécurisé quand même. Solutions durables. Nous avons parlé avec le maire de la ville des chefs de rue, des chefs de quartier pour contrôler l'insécurité. Comment veux-tu contrôler l'insécurité si tu ne contrôles pas qui habite l'avenue, qui habite le quartier, qui est le chef? Voilà. Mais aujourd'hui, de nos jours, le chef de rue n'habite pas la rue. Le chef de quartier, il n'habite pas le quartier. Je vais aller encore plus loin. Le bourgmestre lui-même, il n'habite pas la commune. Il gère un quartier dont il n'est pas résident. Ouais, il est venu Mukubalo. Exactement. Et vous voulez vous attendre de quel résultat est-ce que nous allons avoir? Exactement. Nous devons recruter les chefs de rue, les chefs de quartier sur base de l'ancienneté d'habitation dans cette rue. Uyunjo wanzamanya nekalaka mui a venu depuis 30 ans. Anayua bale banekalaka mo na bale barifika na bale baritoka. Yenjo anasema mui a venu busubu ya kuna bleu blanc. Akwenda ke mtoto kumaso. Yenjo atatonesha sema mui rue muko biba naume biku bi 20 munyumba moya mole biku sani bingivi bya bushiku. C'est comme ça que nous allons nous entraider et une complémentarité. Voilà pourquoi souvent je dis, Mukongo yetu, tufungule mecho, tupendane. Parce que avant d'aimer la terre, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Parce que quand on s'aime soi-même, je pense qu'on va aimer l'autre et qu'on va défendre la patrie et surtout notre petite ville de Lubumbashi. Alors, on va aimer notre pays, on va défendre notre patrie. Madame, Messieurs, vous qui nous avez pris en marche, je vous rappelle que nous échangeons avec Madame Mathilda Benatar Chilufya. Elle est députée provinciale élue de Lubumbashi. C'est un honneur de la voir. Et cet échange se poursuit, Madame Mathilda. Puisque tantôt vous étiez en train de nous inviter, nous tous, à pouvoir nous intéresser à la gestion de la chose publique, nous devons nous intéresser à la politique pour résoudre les problèmes qui nous touchent de près, remonter la pente, etc. Alors là, j'aimerais vous faire voir une réalité à laquelle, au fait, que nous vivons ici dans notre pays. Il faudrait dire que la femme qui vous regarde à l'instant, peut-être qu'elle s'inspire de vous, elle vous prend pour modèle, mais elle est assez limitée. Elle se dit, la politique, je m'en sortirai pas. J'en suis pas capable. Avec tout ce qu'il y a comme magui, Kuba, en guillemets, je m'en sortirai pas. Du coup, j'ai pas de place. Alors, quel message vous pouvez lui adresser justement? La femme au elle Congo, veut, mais elle a peur. Elle se dit, elle se retient. La femme au Congo a la première place. Et souvent, je dis qu'un jour, c'est une femme qui va sauver ce pays. D'abord, une femme en politique, une femme au volant du pays, ou une femme au volant d'une province, ou une femme au volant d'une grande société, c'est de l'économie. Comment ça? Expliquez-nous. C'est de l'économie. Ça veut dire que les frais que fait une femme ne sont pas les mêmes frais que fait
un homme. Les soucis qu'elle a une femme, ce n'est pas les mêmes soucis qu'ils ont les hommes. Je ne vais pas aller en profondeur, mais les hommes malins, ils ont compris. Ça veut dire qu'une femme ne va pas avoir 5 maris. Hein? La polyandrie n'existe pas chez nous. Voilà. C'est économe. Donc, je pense que d'ailleurs, parmi nos dirigeants hiérarchie à la tête, ils ont compris. Vous avez remarqué que maintenant, nous avons de plus en plus des femmes à des postes stratégiques, voilà. Oui. Nous avons une première ministre qui est femme, c'est quelque chose de formidable. C'est vrai que toutes les femmes ne peuvent pas être premier ministre, mais c'est notre fierté de savoir qu'il y a une femme première ministre. Nous avons des ministres femmes de plus en plus, nous avons des députés femmes de plus en plus, et je pense que la femme aussi, elle donne la vie, elle éduque les enfants. Parmi ces enfants, il y a des hommes, des garçons qui vont devenir hommes et qui vont devenir docteurs et présidents un jour. Ça veut dire que la femme, elle a le don de la parole et de l'éducation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Donc, je pense que les femmes au Congo, la femme congolaise, la femme okatangaise doit savoir qu'elle a la place en politique pour aider à ce que la communauté puisse aller bien. Il faut gérer la chose publique en bonne et due forme. La femme, elle doit savoir qu'elle doit se battre. Parce que quand on va chercher du travail, on ne nous donne pas le même salaire. Et puis, on va arriver à une beauté comme ça. Donc, on commence d'abord, le mec, là-bas, il commence d'abord à voir l'intérieur que l'extérieur et ce que tu vas donner. Donc, la femme est victime de beaucoup de choses. Mais la femme doit se battre parce que ce n'est qu'avec une femme que les choses vont changer dans notre pays. Ce n'est qu'avec une femme que les choses peuvent changer dans notre pays. J'aime beaucoup cette phrase. Mais après, il y a quand même une certaine... En tout cas, on va se dire des choses. Hein. On doit vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même une certaine opinion, une partie de l'opinion qui estime que la femme qui excelle en politique, celle qui gravit des échelons, celle qui a du succès en politique, derrière ce succès se cache l'appui ou la faveur de l'homme. Ou ce succès, on va dire, c'est le fruit peut-être des faveurs sexuelles, en guillemets. Qu'est-ce que vous avez à dire justement face à ces stéréotypes dans notre société qui, par ailleurs, découragent aussi la femme qui veut se lancer? Une femme qui veut se lancer, dans la politique, elle doit savoir qu'elle est cible, je viens de vous dire. On remet en question leur moralité quelque part. Elle est cible, les hommes, c'est pour ça que je viens de vous dire qu'il faut des femmes à la gestion de la chose publique. Parce qu'une femme n'aura pas 5 maris. La femme doit se défendre. Aujourd'hui, avec le chômage qu'il y a dans notre pays, dans notre province, le Haut-Katanga, eh ben, il y a des familles qui sacrifient. Donc, la femme est toujours sacrifiée. La femme est considérée, oui, en politique, comme je viens de vous dire que vous allez chercher un travail. D'abord, on voit en vous le côté sexuel, le côté beauté et tout ça, le côté femme. La femme doit se battre. Souvent, moi, je dis aux hommes, je ne suis pas une femme. Ah, ok. Je suis une lionne. Donc, c'est à elle-même de se battre pour changer la donne. La personnalité. La personnalité, puisqu'on peut se battre. Évidemment, nous devons aussi apprendre. L'apprentissage est important. Parce qu'on se moque des femmes, elle compte sur sa beauté finalement. Mais comme on a mangaria de beauté, non, nous avons des cerveaux 2 fois plus grands que les cerveaux des hommes. Puisque nous donnons la vie, nous éduquons les enfants qui deviennent demain des dirigeants de ce pays. Donc je pense que c'est ça que j'ai dit. J'ai toujours dit souvent que l'ignorance de la population congolaise commence à être inquiétante. L'ignorance de la femme commence à être inquiétante. La femme est en train tout doucement de se réveiller et elle doit se réveiller parce qu'elle a la première place dans notre pays. Et il faut s'imposer d'avoir cette première place. Il faut s'imposer, voilà. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que moi-même, je n'ai pas facile, mais je m'impose.
Je m'impose parce que je sais que je peux changer des choses. Je m'impose parce que je sais que je suis en train de faire une transmission de connaissances. Je m'impose parce que je sais que c'est aujourd'hui qu'il faut préparer demain. Donc, je pense que les femmes, réveillez-vous, réveillons-nous, et aussi que la femme puisse être solidaire avec une autre femme. Exactement. Que les femmes puissent apprendre à s'aimer, à se soutenir et à s'aider. Et ne pas être mal de savoir que, vous savez, madame, il y a des choses que moi, je sais, mais que vous ne savez pas. Absolument. Mais il y a des choses que vous avez que moi, je n'ai pas. D'où la complémentarité voilà, nécessaire. C'est ça. Merci. Exactement, nous devons rester soudés, solidaires, nous entraider pour faire avancer les choses. On ne doit pas attendre que l'homme soit toujours là en train de nous donner ce qui nous revient de droit comme étant un cadeau. C'est pas possible ça. Alors, madame, on est en train de finir justement cette partie, mais bien avant, c'est quoi votre perception de la parité homme-femme, brièvement? Alors, la parité homme-femme, d'abord, de un, l'homme doit garder sa place parce que sinon, il va devenir fainéant. Si vous regardez bien, les femmes congolaises aujourd'hui travaillent et les hommes jouent aux cartes et tout ça. Donc, il ne faut pas que l'homme pense que non, il diminue. Je pense, étant africaine, étant congolaise, l'homme doit quand même garder sa place de chef de famille pour qu'il continue à ramer. Il doit ramer. Depuis la Bible, c'est l'homme qui travaille pour faire manger la femme. Son côté-là, il ne doit pas le perdre, sinon nous allons fabriquer des omelettes. Et donc, je pense que la parité, la femme est en train en Afrique de prendre sa place. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas qu'en Afrique, partout, même en Europe, la femme se bat encore aujourd'hui pour prendre la place. Vous avez vu la femme en France, comment, Le Pen, Madame Le Pen. Elle a difficile. Elle a très difficile, c'est seulement parce que c'est une femme. Mais elle ne lâche pas l'affaire. Donc, les femmes ne doivent pas lâcher l'affaire. On est en Afrique, c'est difficile, la parité. Elle va prendre peut-être des décennies, mais je pense que nous sommes en train de monter petit à petit pour que les hommes comprennent quand même que avoir une femme, c'est avoir la réussite. Et comme on dit souvent, derrière un grand homme qui réussit, souvent il y a une femme dans l'ombre qui accompagne cet homme-là. Et aujourd'hui, cet homme africain qui doit être fier, cet homme congolais qui doit être fier, il doit le dire à ses maïnami pour que la femme puisse prendre sa place de construire notre pays. Voilà, donc nous n'avons pas à rivaliser, hein, que chacun comprenne quelles sont ses limites, quelle est sa place et absolument. On avance. Il ne faut pas rivaliser et les hommes doivent continuer à ramer, j'insiste, à ramer pour nourrir la femme, les enfants et tout. Et la femme est en train de prendre sa place pour être justement, pour faire la complémentarité de son homme et pour l'assister et l'accompagner. Merci. Exactement. Alors, madame, messieurs, merci de rester encore avec nous. On place à une autre étape. Femme actuelle. Confine. Alors, nous poursuivons Femmes actuelles sur Mbego FM. Madame Benatar, j'espère que vous êtes à l'aise. Oui, ça va. Alors, dans cette rubrique, on va apprendre à vous connaître un peu plus. Avec vous, on a parlé politique, profession, des sujets assez sérieux. Mais là, on va se détendre un tout petit peu, car on aimerait connaître une autre facette de cette dame assez engagée, assez sereine que nous avons sur notre plateau. On peut, s'il vous plaît? Absolument. Alors, si vous étiez demandé de vous définir en 3 mots, ça serait quoi exactement? Je puise mes forces dans mes douleurs. Ça veut dire que les femmes qui souffrent aujourd'hui doivent savoir que ce n'est pas une souffrance, c'est une force. Et je pense qu'avec ça, j'essaye alors de me battre avec la vie et en fait, je fais une compétition avec moi-même de faire tous les jours mieux que hier et d'être la meilleure version de moi-même. C'est un travail. C'est un travail que nous devons faire sur nous. Nous devons faire un travail sur nous pour être les meilleures versions de nous-mêmes parce que nous aspirons aux autres. Donc, quand nous sommes, nous, des meilleures versions, je pense que les résultats, les retombées seront meilleures. Les retombées seront meilleures.
Parlez-nous de deux souvenirs marquants de votre vie, l'un qui vous a marqué de manière assez, on va dire, positive et l'autre qui vous a choqué, mais dont vous avez appris des leçons. Ce qui m'a choqué fort, c'était l'accident de mon fils. Parce que dans ma vie, j'ai toujours pensé que si tu n'es pas mort, tu es vivant. Et je ne savais pas que une personne qui n'est pas morte peut garder des séquelles et rester presque mort mais vivant. Donc l'accident de mon fils aîné, Salomon, m'a marqué fort et a changé ma personnalité. Mais m'a donné beaucoup de force parce que l'accident était mortel, mon fils n'est pas mort, j'étais contente. J'ai vécu, ça fait 14 ans, j'ai vécu 8 ans dans l'espoir de dire il va redevenir comme avant. Et c'est seulement depuis 4 ans que j'ai fait un travail d'acceptation, de dire non, il ne va plus jamais redevenir comme avant. C'est un garçon beau qui a 34 ans, j'essaie de le vendre, hein, mais qui ne parle pas, il ne me reconnaît pas, mais que j'ai accepté son cas et je l'aime plus que tout. On dirait que lui, il est guéri, moi, je suis guérie. C'est dans ma vie personnelle et j'ai eu un choc de savoir que la vie est compliquée. En passant, je donne un conseil aux jeunes garçons qu'aujourd'hui ils doivent savoir, c'est un accident de voiture. Une voiture est une arme. Dès que vous êtes au volant, sachez que vous êtes armé. Donc c'est une arme qui peut soit tuer, soit vous tuer. Donc il faudrait absolument faire très attention, les jeunes, au volant. Alors, on l'embrasse très fort, Merci. On embrasse très fort votre fils, à qui nous souhaitons d'ailleurs beaucoup de bonheur. Merci. Alors, un événement, un souvenir négatif qui vous a marqué, mais non, plutôt positif cette fois-ci. En tant que maman, je n'ai que des souvenirs de mère. Donc, le souvenir positif qui m'a marqué, c'était d'être grand-mère. Ah, ok. C'était d'être grand-mère. Très jeune, j'étais grand-mère, je pense, à mes 42 ans. J'étais déjà grand-mère. Donc, ça m'a prouvé la continuité, au fait, des générations et aussi la grandeur de Dieu. Et donc, pour moi, c'est un sacrement énorme. C'est les deux choses qui m'ont vraiment marquée. Donc, c'est comme si dans ma petite vie, Dieu m'a pris, mais il m'a redonné. Ah, ok. Oui. Alors, c'est quoi le défaut que vous aimeriez corriger ou changer en vous? Il paraît que je m'énerve vite. Ah. Oui, mais c'est le problème, c'est que je suis déjà makari vis-à-vis de moi-même. Parce que je demande beaucoup à moi. Et donc, j'attends beaucoup aux autres. Okay. Quand je dis j'attends, c'est que j'aime former les jeunes. Et je sais que dans la vie, il ne faut pas rigoler. Je sais que la vie, quand tu rigoles avec elle, elle va te frapper grave. Donc, il faut comprendre qu'il faut se battre dans la vie. Il faut la prendre. Il y a un dicton que ma mère me disait en Swahili en disant « Funyanga bulongo pole pole, du bobu qui décidait kukufunyanga, abusta kushikiria bulongo. » Donc voilà, je fais un effort sur ça. Mais je pense qu'avec l'âge, ça s'atténue naturellement parce que je n'ai plus cette force de former, parce que quand je forme les jeunes, je veux la perfection. Je veux que ce jeune soit comme je veux, qu'il reflète ma personne à moi. Et là, pour avoir ça, il faut quand même un peu plus de discipline et des rigueurs aussi. Voilà. Oui. Exactement, puisque nous sommes toujours dans conflit, nous, vie de famille, vie professionnelle, parlons-en. Comment trouvez-vous justement cet équilibre-là entre la vie de famille et la vie professionnelle, la carrière politique notamment? La carrière politique est une continuité, c'est comme une grosse famille finalement. Il y a le bordel là-dedans, il y a la mafia là-dedans, il y a le vol, c'est finalement ça la vie politique. Donc quand vous êtes une bonne mère de famille, quand vous êtes une battante, quand vous êtes une leader, quand vous avez des ambitions, quand vous avez des projets que vous avez mis en focus, je pense qu'en tant que femme, je continue à le dire, la politique est d'abord faite pour la femme.
après. Une brève explication très rapidement, on est assez curieux là. Oui. Donc, Elle est moi, faite je pour pense... la femme, oui, la oui, politique. Oui. Parce que je viens de vous dire que finalement, la politique, c'est cette grosse famille. Et donc, quand on veut que les enfants, que vos enfants puissent manger, puissent aller à l'école, puissent être bien habillés, puissent dormir sur un bon matelas, puissent... Donc, c'est finalement une gestion déjà que la femme est en train de se battre pour ça et en plus grande forme, eh ben, c'est la même gestion que quand vous êtes gouverneur d'une province. Il ne faut pas qu'il y ait trop du chômage dans votre province, il ne faut pas qu'il y ait des morts à la morgue pendant 9 mois et que les familles ne savent pas les enterrer, il ne faut pas qu'il y ait des enfants qui ne sont pas scolarisés, il ne faut pas qu'il y ait des professeurs qui n'ont pas des outils pour faire la transmission de connaissances à l'école. Donc, finalement, on ne transmet rien à l'école. On s'attend à quel Congolais demain. Donc, je pense qu'une femme est très importante dans notre communauté, dans la société congolaise. Exactement, la femme a toute sa place dans la politique, dans la société. Alors, madame, ici, on est en train de finir ce programme. Nous allons passer à une étape que j'affectionne particulièrement et ça sera derrière ces transitions. Alors, madame Benatar, pardon, nous allons passer à une autre étape telle que je le disais précédemment. Ça sera une surprise pour vous. Vous allez nous aider à identifier quelqu'un dont on va projeter la photo. Vous nous direz c'est qui cette personne et voilà, c'est fait. On va regarder ensemble cette image, cette belle image que la réalisation nous propose. Dites-nous c'est qui cette personne et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Ah ben voilà, donc derrière l'image, je vois le président Moïse Katumbi Chapwe, qui représente pour moi un modèle du Congolais, qui représente pour moi ce Congolais qui commence de rien pour devenir quelqu'un, qui représente pour moi finalement l'espoir de dire que tout est possible, qui représente pour moi aussi cette personne qui est révoltée aussi de l'injustice. Et entre autres aujourd'hui, une image politique très importante dans notre pays, une image qui donne de l'espoir à l'avenir de la jeunesse congolaise. Et donc, je pense que, voilà, c'est cette image que je vois derrière votre écran. On sent de l'émotion dans vos mots. Oui, et je pense qu'ensemble, on devrait lui donner la chance parce que le Congo appartient à tout le monde. Je pense qu'on est fiers d'être Congolais. Et le président Moïse est fier, très fier d'être Congolais. Et il est occupé à laisser absolument des traces indélébiles dans le Congo. Et ces traces doivent continuer à construire l'avenir de notre pays pour qu'un jour le Congo puisse être un pays digne d'être Congo dans le monde, parce que je pense que nous le méritons. Nous le méritons. Et puisqu'on y est, si vous deviez lui adresser un message, ça serait lequel? De manière assez brève. Mais voilà, moi je peux dire à notre président Moïse Katumbi Chapwe de dire qu'il y a eu dans la Bible, l'histoire des vaches maigres et des vaches grasses. Les vaches, elles ont maigri, mais elles n'étaient pas mortes. Donc, il y a eu l'espoir. Je pense que le peuple congolais aujourd'hui est en attente, l'aime beaucoup et le porte dans son cœur. Et je voudrais dire qu'il reste l'espoir de la population congolaise. D'une manière ou d'une autre, il a le dernier grain à mettre de l'urée, vous comprenez, des semences pour que les choses puissent fleurir dans notre pays et que le Congolais puisse avoir
l'honneur d'avoir la dignité. Il faut dire que parmi les clés du développement, le président Moïse Katumbi, il a le trousseau et il a une clé qui va ouvrir la paix dans notre pays, qui va ouvrir l'amour, surtout le vivre ensemble. Et il doit utiliser cette clé, parce que sinon la porte restera fermée. D'accord, c'était votre message et Merci. Finalement, on ne va pas le commenter. Oui. Et puisque vous êtes une femme politique, on ne va quand même pas finir sans placer un petit mot sur la situation sécuritaire qui se vit dans la partie est de notre pays. Je fais allusion à la guerre qui s'y vit depuis plus de 3 décennies. Vous, en tant que député élu de Lubumbashi, pour le camp du parti politique Ensemble pour la République, ça serait quoi votre message à toutes ces personnes-là victimes de ces affres de guerre? Nous sommes également affectés d'une manière ou d'une autre. C'est quoi votre message d'espoir que vous pourriez lancer à toute la nation finalement, plus particulièrement à nos compatriotes de l'Est? Je pense que la population congolaise, les femmes d'Ensemble pour la République sont de tout cœur avec les femmes de l'Est. C'est un message que j'avais donné encore une autre fois. Ça veut dire que les atrocités que sont en train de vivre nos mamans à l'Est, je pense que ne vont pas rester, ne vont pas rester impayées. Je voudrais dire que la paix est à venir. Nous devons travailler ensemble pour qu'il y ait la paix, pour que les femmes arrêtent de mourir dans l'Est du Congo, pour que les femmes arrêtent de se faire violer. Parce qu'aujourd'hui, le viol est une autre forme d'arme pour déstabiliser les maris, pour déstabiliser les familles. Et la femme est victime. La femme est toujours victime. Mais la femme va triompher. Grâce à la force de personnalité, la force de caractère qu'elles ont nos femmes à l'Est, ça nous donne le courage. Et moi, je suis persuadée que nous allons bientôt sortir de là parce que le Congo est un pays cosmopolite. Le Congo est un pays de paix. Et nous devons travailler pour que le Congo retrouve son identité qui est la paix. Un message d'espoir lancé par notre invitée, Madame Benatar Chiloufia Mathilda. Elle est députée, je le disais, je le rappelle pour vous qui nous avez pris en marche, justement, c'était elle notre invitée et ses propos, justement, nous les considérons comme votre mot de la fin. Nous vous remercions infiniment d'avoir répondu à notre invitation. On espère que ce n'est pas pour la dernière fois. Beaucoup. Nos portes vous seront toujours ouvertes. Et vous, derrière les caméras, nous vous disons merci, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver très prochainement avec le même enthousiasme. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.